Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous recevons un visage phare du monde de la spiritualité, auteur de nombreux best-sellers, grand reporter, mais également l'un des premiers en France à avoir abordé la spiritualité et les phénomènes inexpliqués en télé. On le surnomme le Tintin du paranormal. Stéphane Alix est avec nous et je suis très heureuse de le recevoir. Vous allez bien? Super bien, merci beaucoup de me recevoir. Stéphane. Bonjour à tous. Et bien sûr, pas de bonne enquête sans Milou, on est devenus inséparables, c'est comme Dupont et Dupont. Isa est avec nous. Bonjour. Ça va bien, Isa? Ça va très bien et vous? Bah, Émile Sabor, François est de retour, capitaine de son navire scientifique. Où avez-vous caché votre bouteille vide, François? Ma bouteille vide du capitaine Haddock sous la table. Mais c'est de l'eau, hein, je vous rassure. Vous allez bien? Ça va très très bien. Vous avez passé une belle semaine? Bah, parfaitement. C'est sympa la semaine dernière, hein? On s'est bien marré. Merci beaucoup parce qu'on a reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et ça fait toujours du bien. On a bien On est ri. géniaux, incroyables. Ah bah oui, tout sinon on ça. ne regarde pas ou alors on bloque. Stéphane Alix, La mort n'existe pas, elle est sans danger, c'est le titre de votre tout dernier ouvrage. Mais pas que, c'est aussi le fruit de vos recherches. On y retrouve des travaux scientifiques et surtout, votre propre expérience intime. Et c'est ça qui est fascinant. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, à quel moment, en fait, le journaliste d'investigation décide un jour d'explorer ce monde invisible et de comprendre tous ces phénomènes inexpliqués? Quel a été le point de départ? Le point de départ, très concrètement, c'est la mort de mon frère en Afghanistan devant moi en 2001. Et c'est vrai que souvent, cette question de la mort ou cette question de l'inexpliqué, on ne se la pose pas, en fait. On passe notre vie en suivant une espèce de fil qui a été inscrit dès le départ. Et puis parfois, on tombe malade ou parfois on vit un deuil. Et là, tout d'un coup, ça fait venir plein de questions. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Et moi, la naissance de ces questions, c'est vraiment au moment de la mort de mon frère. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est ouvert? Bah à ce moment-là, il s'est rien ouvert parce que je suis un journaliste, donc je suis vraiment très très borné comme garçon. J'ai vraiment du mal justement à m'ouvrir et à ressentir les choses. Ça a été vraiment un processus qui est venu avec le temps après. Une fois que j'ai été rassuré sur le fait que rationnellement, on peut se dire que la conscience n'est pas réductible à l'activité du cerveau. Ça, les recherches scientifiques le permettent. Sur les expériences de mort imminente, par exemple, on arrive à aujourd'hui scientifiquement attester qu'il y a une part de nous qui est de nature spirituelle. Et quand j'ai commencé à en avoir la conviction, là, je me suis plus facilement ouvert à toute une partie de mon exploration, notamment chamanique, que je développe dans le livre. On va y revenir sur tous ces thèmes que vous abordez, dont les expériences de mort imminente et le chamanisme aussi. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur vous et votre fille, Luna, qui a aujourd'hui 20 ans. Parce que ce livre, La mort n'existe pas, c'est un dialogue entre vous et votre fille. Et alors, il y a un moment très touchant, parce que finalement, vous avez été, dès qu'elle était petite, vous avez été ce médiateur entre le monde visible et invisible, parce qu'il y a un moment, vous êtes dans le train, vous jouez à essayer de faire de la télépathie, de dialoguer par la télépathie avec un fruit. Racontez-nous ce moment et pourquoi, en fait, c'était important pour vous que votre fille comprenne ça dès petite? Oui, très naturellement, quand mon frère a été tué et que je l'ai ramené en France, il y a eu une petite cérémonie qui a été organisée chez mes parents. Ma fille avait 3 ans et demi à l'époque. Et pour moi, il a été vraiment naturel de l'associer à ce moment-là. Je ne voulais pas la maintenir à l'extérieur. Pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'elle participe à ce moment, qui est un moment de mort, mais de vie aussi, qui est un moment de normalité. Et donc, dans les années qui ont suivi, et toute sa vie, j'ai parlé à Luna de mes découvertes, de ce que je faisais, du regard que je pouvais porter sur la vie, les voyages, la conscience, etc. Et je vois combien aujourd'hui, alors qu'elle est devenue adulte, elle est beaucoup plus apaisée et outillée pour faire face aux aléas de l'existence. Parce que justement, on a parlé en toute liberté de ces questions-là et de la mort, et elle a pu exprimer ce qu'elle avait besoin d'exprimer. Et c'était quoi ce jeu alors Ce petit jeu, c'est un jeu qui est très facile à faire et qui est assez troublant. Parce que la télépathie, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos pensées, elles ne sortent pas de notre cerveau parce qu'on a été habitué à nous concevoir comme des entités fermées et étanches. Mais On a non. testé en plateau, ça n'a pas marché. Mais on n'était peut-être pas assez Avec concentrés. Frédéric Lenoir, la semaine dernière. Ah, mais est-ce que vous vous aimez assez alors? Ah, c'est beau. c'est Alors peut-être justement, alors ça c'est intéressant. Justement. Parce que l'amour est un canal qui... Enfin, l'amour, pas l'amour attachement, mais le sentiment de bien-être intérieur et de profonde harmonie avec la personne avec qui on teste fait que ça marche beaucoup mieux. Ça marche mieux, par exemple, avec une mère et son enfant. Ça marche mieux avec moi, père, avec ma fille. Ça marche mieux avec un couple, par exemple. Quand il y a des liens d'amour forts,
les perceptions extrasensorielles marchent mieux. Vous voyez Et ce qu'il vous nous avez- reste à Mais faire. alors avec... Karine. bah oui, pourtant on s'aime et ça n'a pas marché. Bon, en même temps, des conditions plateau, etc. Mais il y a les conditions de stress Et- du plateau qui font que ça peut aussi inhiber là, vous êtes en train de diriger une émission, c'est difficile d'être en même temps dans une forme de lâcher prise. Vous ne pouvez pas lâcher prise, sinon l'émission ne tient plus. Oui, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. tient Moi, déjà je pas pense que c'est beaucoup, surtout que... Mais c'est surtout que François, peut-être, ne s'est pas assez bien concentré. Je pense que c'est plutôt C'est surtout ça. C'est lui, c'est le maillon faible, c'est pas moi. Je en voulais fait. pas le dire, mais... Alors, comment ça se passe? Vous prenez un fruit, pour ceux qui nous regardent, qui sont avec leurs enfants, pour développer ces facultés extrasensorielles et dont la télépathie. Parce que j'imagine que... À quoi ça sert d'ailleurs? Ça sert à avoir des réponses. Souvent, on a l'impression qu'à tous les problèmes de la vie, on va trouver une solution en réfléchissant. Sauf qu'en réfléchissant, on convoque uniquement notre expérience et nos expériences, nos acquisitions. Et souvent, le problème ne va pas trouver la solution dans ce que l'on connaît déjà. La solution du problème va venir dans la nouveauté, l'inattendu. Et les perceptions extrasensorielles, l'intuition étant une perception extrasensorielle majeure, c'est laisser tomber l'appareil cognitif de notre cerveau, laisser mettre sur pause le cerveau qui réfléchit tout le temps et laisser venir d'autres informations qui viennent de l'extérieur de nous, qui viennent aussi de notre âme. Notre âme, c'est un espèce de petite antenne qui a accès à tout l'univers, mais qui est enfermée dans notre corps de chair et qui est complètement muselée par notre cerveau qui lui parle tout le temps. Donc on se dit, oh, j'ai pas d'intuition, ça marche pas. Évidemment, on a un cerveau qui fonctionne en permanence. Et dès lors qu'on met un petit peu en pause ce cerveau, on s'ouvre à des messages qui peuvent être extrêmement importants dans un parcours de vie. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que ce travail me convient? Est-ce que si je vais faire ce voyage-là, c'est bien pour moi ou pas? Toutes ces réponses, on peut y avoir accès, pas en réfléchissant, mais justement en se taisant, en faisant taire ce mental, ce petit hamster qui court en permanence dans notre tête. Et donc cet exercice que j'ai fait avec Luna, c'est un exercice où je lui ai demandé de se concentrer sur ses sensations. Parce que si on fait un exercice de télépathie... Donc, mais le fruit, il est où? Il est dans ma tête. Il est C'est-à-dire dans que je votre tête. pensais à un fruit, D'accord. je lui ai dit, je vais penser à un fruit, essaie de deviner de quel fruit quel fruit j'ai choisi. Mais je lui ai dit, mais attention, ne pense pas, n'essaye pas de réfléchir, essaie juste de ressentir à l'intérieur de toi si tu ressens des couleurs, si tu ressens un goût, si tu ressens du sucré ou du salé. Enfin, pour un fruit, c'est pas trop salé, mais essaie de ressentir tout ce que tu ressens. Et là, je ferme les yeux. Je me concentre sur une banane, le premier fruit. Donc je pense à la banane, je vois la couleur jaune, je sens son goût dans ma bouche et instantanément Luna me coupe et me dit banane. Alors je me dis bon, une fois ça peut être une coïncidence. On refait l'expérience avec ananas et à nouveau très rapidement elle a ses sensations et elle arrive à traduire ses sensations. Alors on a fait l'essai moins d'une dizaine de fois, donc c'est pas scientifiquement probant. Mais quand on met ce type d'expérience en laboratoire et qu'on le fait des millions de fois, on s'aperçoit que la télépathie est une réalité et que ça marche. Faut pas le faire avec le mangoustan, quoi. C'est un peu plus compliqué. Mais là, ça marche vraiment. Si vous avez le mangoustan, c'est que ça marche. Alors, votre livre est très documenté, hein. Vous partagez beaucoup de témoignages, justement, sur les expériences de mort imminente. On va y revenir dans quelques instants. Pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant tout le monde connaît quand même, parce que je crois qu'on est 8 milliards de terriens, il y a 350 millions d'expériences, des témoignages de mort imminente aujourd'hui. J'aimerais bien savoir quelles sont les avancées et pourquoi ça vous fascine tant. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces expériences? Il y a deux volets qui sont extraordinaires dans ces expériences. Un volet psychologique, c'est pourquoi les personnes qui ont vécu une expérience qui a duré parfois quelques secondes seulement sont tellement changées. Leurs échelles de valeur, leurs relations spirituelles sont radicalement changées après cette expérience-là. Alors que si vous êtes en voiture et que vous avez un accident de voiture, vous avez très très peur de mourir, ça va vous faire réfléchir, mais ça ne va pas changer votre vie. L'expérience de mort imminente, c'est une expérience psycho-spirituelle qui vous donne accès à une réalité qui est une réalité auquel on n'a pas accès quotidiennement. Donc ça change la vie psychologiquement. C'est vraiment ce qui avait frappé tous les premiers chercheurs qui ont travaillé là-dessus dans les années 70-80. Et l'autre aspect qui, moi, m'intéressait beaucoup plus encore en tant que journaliste, c'est la possibilité de vérifier les témoignages, et notamment quand les témoins disent être sortis de leur corps. Vous savez, dans un bloc opératoire ou pendant un accident de voiture, ces gens disent je suis sorti de mon corps, j'ai vu un tunnel de lumière, mais avant de ça, je voyais l'environnement, je voyais ce que le chirurgien était en train de faire. Moi, journaliste, je suis allé interroger les médecins et les témoins. Qu'est-ce que vous avez vu précisément? Est-ce que c'était détaillé ou est-ce que c'est une situation un peu vague? Et quand on s'aperçoit qu'on peut recueillir des témoignages extrêmement détaillés sur, je sais pas, le t-shirt qu'avait le chirurgien alors que la personne est entrée au bloc, elle était déjà endormie, ou alors une procédure un peu inattendue qui s'est passée dans le bloc, et que les témoignages sont avérés, là, c'est la preuve indiscutable que ces gens sont réellement sortis de leur corps, et plus encore,
qu'ils étaient conscients et extrêmement conscients, extrêmement lucides, à un moment où leur cerveau, parfois, ne fonctionne plus du tout. Après un arrêt cardiaque, au bout de 10 à 20 secondes, le cerveau il cesse complètement son activité. Les cellules cérébrales ne sont pas mortes parce qu'elles conservent le peu d'énergie qu'elles ont à maintenir leur intégrité, mais au bout de 5 minutes, elles vont définitivement mourir. Mais pendant ce temps de mort clinique, elles ne fonctionnent pas, elles ne produisent aucune expérience consciente. Et elles sont encore moins capables de produire une expérience où la personne sort de son corps et va dans une autre pièce ou est capable de décrire l'environnement. Et des témoignages comme ça, il y en a une quantité astronomique. Et on va revenir sur un témoignage que j'ai adoré aussi, parce qu'il y en a pléthore finalement dedans. Mais c'est passionnant. Il faudrait presque 2 émissions et que vous restiez avec nous tellement ce livre est passionnant. Alors, vous avez une grande fan, c'est Isa, mais c'est pas votre tour, parce que là, on peut dire que lui aussi est revenu de l'au-delà, puisqu'il a laissé ses enquêtes sur les momies pour revenir dans cette émission. Et bien sûr, c'est François Pomès qu'on adore, et c'est la science du fantastique. Alors aujourd'hui, on va parler... On va parler des sirènes. J'en ai 2 autour de moi en plateau, mais j'ai voulu en connaître d'autres. Alors vous savez, Karine, que j'adore les devinettes, et je voulais commencer par une petite expérience de devinettes ensemble. Est-ce que vous savez quel est le premier explorateur qui a décrit et vu de ses yeux vus des sirènes? Mais vous avez changé en quelques années, François. Pourquoi? Parce que vous croyez maintenant aux sirènes. Est-ce que j'ai dit que je croyais aux sirènes? Je dis qu'un explorateur, et je crois qu'il a effectivement. Ah bah oui, je sais. décrit des Ah bah oui, sirènes. mais c'est Ulysse, mais c'est pas... Ulysse. Là, Vous avez une J'allais dire Ulysse. Vous allez dire Ulysse. Je sais pas, Christophe Colomb. On peut regarder en image, parce que maintenant c'est la réponse en image. Ouais. Regardez, c'est Christophe Colomb. C'est lui qui a oh là décrit là la première fois des Incroyable. sirènes au large de la Sierra Leone. Deuxième petite question. Alors vous savez que les sirènes, on les représente comme des femmes avec des queues de poissons. Merci de préciser. Mais ça n'a pas toujours c'est très drôle ça. été le cas. De toute façon, je savais. C'est pour ça que j'enchaînais très vite. J'ai vu, je savais que j'ai ça vu. dérapait. Oui, exactement. Vous avez raison. Mais on n'a pas toujours représenté les sirènes sous forme, vous savez, cette mythologie un peu nordique. Sous quel type d'animal, au départ, les sirènes étaient-elles représentées? C'est vraiment la base. La sirène, elle est comme ça à la base. L'Otarie. L'otarie, Je cale. vous calez. En télépathie, tiens, qu'est-ce que vous avez? Un gorille. Un gorille. La réponse aussi en image. On regarde. Sous des oiseaux, vous les voyez? C'était ça les sirènes. C'est pas vrai. Et en réalité, les premières descriptions de sirènes, alors les premières c'est dans l'Odyssée d'Homère, 5 siècles avant notre ère, ce sont des oiseaux dans la mythologie grecque. Il faut attendre 700 ans après notre ère pour que ce soit des femmes avec des queues dans la mythologie nordique. Vous y croyez aux sirènes? D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question. Mais bien sûr que j'y Stéphane. crois. C'est Bon, des moi, j'y crois énergies. pas. Non? Non, Et alors, et l'épée d'Excalibur, d'après toi? je crois en rien, je vérifie, j'enquête. Eh ben, on va J'ai vérifier. malheureusement pas enquêté sur le sujet. Ben, c'est très bien parce que c'est pour ça que je vous en parle. C'est exactement ce qu'ont fait des scientifiques de l'université de Kurashiki, qui, comme son nom l'indique, est au Japon. Ils ont découvert une momie de sirène en 2022. C'est pas dingue ça, une momie de sirène? Alors, c'est très sérieux. Ils cherchaient, ils fouillaient dans un temple, et là, ils ont vu une sirène de 50 cm. Et ils se sont dit, mais c'est... Alors, Ah, c'est ça? je voulais pas vous la montrer tout de suite, mais c'est quand même parti en régie, c'est pas grave, parce qu'elle est pas très jolie, on est le qu'elle est dimanche belle. matin. Ça donne envie. Donc il y a 2 sirènes sur le plateau. J'ai envie de faire un bisou. J'en ai 2 en plateau. En tout cas, elle est décédée, mais pas très heureuse, non? Je sais pas. Elle est décédée dans un cri. Bon, et elle a été momifiée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces scientifiques de l'université de Kurashiki? Ils ont analysé cette sirène. Parce qu'au Japon, la sirène, c'est très important. On raconte que quiconque mange un bout de chair de sirène deviendra immortel. Wow. C'est peut-être pour ça qu'elle fait la tronche, du coup. Donc, peut-être qu'elle a été grignotée, c'est pour ça, avant sa mort. Ils ont analysé et la patatras, ils se sont rendus compte de 2 choses. 1, cette sirène, elle date du 19e siècle, donc c'est ancien. Et 2, en fait, elle est faite de bouts de carton et de papier avec Non, un mais peu de franchement, poisson. oui. C'était un poisson d'avril, quoi. Alors, eh bien, pas du tout. C'est ce qu'ils ont cru au départ. Et en réalité, non, cette sirène a été fabriquée au moment où le Japon connaissait de nombreuses épidémies, et notamment la variole. Et elle a été fabriquée par une famille pour repousser la maladie. Et peut-être totem. que ça a été efficace, une sorte de totem ou d'ex-voto. Et vous allez me dire, mais Christophe Colomb, dans ce cas, lui, il a vu quoi au large de la Oui, Sierra c'est vrai. Leone? Eh bien, les naturalistes et les historiens en sont certains. Il a bien vu quelque chose, il a décrit dans son carnet. Mais c'était ça qu'il a vu, ce sont des lamantins. Regardez, elle a pris cher, hein, la sirène. On le prend peut-être Et pas. le gorille, j'étais pas loin. D'être comparé à des sirènes. là. C'était ça Mais que... c'est très mignon. Moi, j'aimerais bien en avoir un.
Voilà, donc entre la sirène Le roi momifiée Merlin, peut-être. et le lamentin, vous choisissez votre camp. C'était deux autres marques, du coup. Ah, pardon. Castorama et voilà. Vous avez fini votre conversation de bricolage? Pardon. Ok, donc c'est ça qu'il a pris pour des sirènes. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il a pris pour des Ouais, sirènes. il a halluciné, quoi. Mais c'est mignon, non? Bah Si oui. les lamantins étaient nos sirènes de mer? Les lunettes n'existaient pas encore à l'époque. Pas encore. Ouais. Mais moi, je veux bien croire que ce sont des sirènes, les lamantins. Mais c'est marrant cette propension des êtres humains à vouloir manger quelque chose ou aller prendre à l'extérieur une sorte de remède magique pour devenir immortel, alors qu'on l'est déjà quand même. C'est bien de rebondir Oh, sur ça. c'est bien ça. Bravo. La mort quel n'existe talent. pas. Comment ça, on n'est pas immortel? Bah, au fond de nous, et ça c'est ce que je démontre dans le livre, la science permet de mettre ça en évidence aujourd'hui, il y a une dimension de nous qui est éternelle, qui n'est pas affectée ni par le temps ni par l'espace. J'utilise dans le livre un terme emprunté à la physique quantique, je parle de non-localité. La conscience, une dimension de notre conscience est non locale, c'est-à-dire que le temps, l'espace n'a aucune prise sur lui. Il y a quelque chose en vous, en moi, en nous tous, qui est capable de capter de l'information dans le futur, dans le passé, à distance, sans que le corps ou les limitations spatiales n'aient la moindre incidence. On a une âme. C'est démontré, ça, aujourd'hui. Mais oui, mais c'est fou parce que quand même le titre, c'est La mort n'existe pas. Et en fait, finalement, on pourrait se dire que c'est un peu lourd comme titre et que peut-être qu'on va explorer vraiment toutes ces expériences où on touche quand même la fin de notre vie. Mais en fait, c'est plein d'espoir. Mais oui, parce que la mort n'existe pas. Bien évidemment que on est confronté, nous, à la mort au quotidien. Bien évidemment que mon frère, il était mort quand je l'ai ramassé et que je l'ai ramené à mes parents. Mais qu'est-ce qui est mort? Ramassé parce que c'était pendant la guerre. Oui, mais il est mort dans un accident de voiture en Afghanistan. Ah bah oui, c'était c'est vrai. sur un terrain de guerre, mais malgré tout, bien évidemment que son corps, son identité, son Thomas Alix est mort le 12 avril 2001. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, cette dimension essentielle qui est mise en évidence par la science aujourd'hui et dont parlent toutes les traditions spirituelles depuis des millénaires, elle existe encore, elle est là. Je l'ai rencontrée après sa mort. Je l'ai rencontrée, je la sens, même parfois, il y a quelques mois encore, je la sens présente. Je ne suis pas du tout médium. Cette réalité, pour moi, elle est vraiment importante à rappeler parce que vous connaissez mon travail, vous savez combien je suis vraiment une tête de bois et je suis un enquêteur comme vous, François. Moi, j'ai besoin de décortiquer les faits. Et Vous avez vu ce que j'ai fait sur les sirènes, quand même. Voilà. Incroyable. Et quand les faits quand les faits sont un peu décevants comme ça, parce que d'un coup les sirènes s'écroulent, c'est pas grave. C'est ce travail d'enquête qui permet, au contraire, de mettre en évidence les faits qui, eux, sont avérés. Et le fait que la conscience ne soit pas réductible à l'activité du cerveau, qu'elle survive à la mort du corps, c'est quelque chose autour duquel, aujourd'hui, une partie de la communauté scientifique s'accorde. C'est important de dire ça. Vous savez, souvent on dit « Oui, mais si c'était vrai, ça se saurait, tout le monde en parlerait. » Mais non. Ça, c'est une espèce de profession de foi qui témoigne d'un manque de connaissance de ce qu'est le monde scientifique. On l'a vu au moment de la crise sanitaire. Vous avez des grands experts qui vous disent A, d'autres grands experts qui vous disent exactement l'inverse. Il n'y en a pas des stupides d'un côté et des génies de l'autre. Le monde scientifique est un monde de débat, de discussion, avec parfois de l'émission d'hypothèses à la vue de certains faits, d'hypothèses qui sont contestées par d'autres. Mais ces hypothèses n'en sont pas moins solides. Et l'hypothèse que la vie se poursuit après la mort est aujourd'hui solidement étayée et solidement défendue par une partie des scientifiques que j'ai rencontrés. Stéphane Alix, vous restez avec nous, hein, vous êtes passionnant. Vous aussi, restez avec nous. Je vais vous demander d'aller chercher une feuille et un stylo, car en seconde partie de l'émission, notre Isa, va nous refaire faire un tout nouveau test de personnalité. On se retrouve tout de suite après une toute petite pause, le temps de plonger en vous-même pour rencontrer votre sirène intérieure, par exemple. Le lamentin, du coup. Ah oui, du coup. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Attention, émission extraordinaire. Ce matin, nous recevons une figure incontournable dans le monde de la spiritualité. Notre invité, journaliste, a investigué sur tous les phénomènes inexpliqués. Stéphane Alix est avec nous. Et on commence par jouer tous ensemble. C'est le moment de sortir un papier et un stylo, car à travers votre dessin, on va comprendre qui vous êtes. C'est le moment de retrouver Isa et son test de personnalité. Mais qui es-tu, Isa? Mais qui êtes-vous, Karine? Et qui êtes-vous sur le plateau? Est-ce que vous saviez que nos gribouillages, nos faces sombres, eh bien, ont énormément de choses à dire sur nous?
Ça, c'est des tests également de personnalité. Pourquoi vous souriez Mais je le sais très bien. C'est pour ça que je ne sais pas ce que vous allez nous demander de dessiner. C'est pour ça que je souris. Ce qui sont utilisés pour comprendre comment on gère les phases de crise, les phases de down, quand on est bilingue comme moi. Non, je ne connais que ce mot-là. Et lorsque on est vraiment en phase où on a l'impression que tout est gris dans notre tête. Donc, sur le plateau, et les personnes qui nous regardent, vous avez 2 secondes et demie si vous n'avez pas de feuille et de stylo. Mais vous allez On a prévenu, hein. Oui, mais bon. Je vais vous inviter simplement à faire un gribouillage naturellement. Si, voilà, votre gribouillage naturel. Si là, je vous dis... Avec quelle émotion? Rien. Non, vous-même. Simplement vous-même. Pas une colère. Non, on est dans la good Est-ce que je peux vibe. vous faire un Van Gogh, là, si vous voulez? Je gribouille, Vous allez dire ce que vous voulez. Comme ça, spontanément. Alors, On y va? Sans Allez. réfléchir. 1, 2, 3, gribouiller. Voilà. On s'arrête quand? Maintenant, vous pouvez vous Très arrêter là. spontané, moi. Ah oui, c'est presque une C'est une signature. signature, Là, on n'est pas en vous autographe. vous avez signé un acte notarié, c'est pas le même plateau. Donc maintenant, je vais vous inviter à regarder l'écran et à regarder, une nouvelle Faut fois, montrer quand même. à quel type de gribouillage le vôtre ressemble le plus par rapport au 1, au 2, au 3, au 4, au 5. On va le mettre même en plein... Voilà, parfait. Génial. Alors, OK. Moi, Pour vous, ça ressemble Alors, auquel? d'après vous, Isa, le 2, non? Moi, je dirais le 2, ouais. On est plus en spirale. Ah, le 3. C'est vous. Entre le 2 et le 3, vous faites votre choix. Moi, je dirais Toi, plutôt là, le 2. t'as C'est été quand Moi, même je plus suis- aérien. comme ça. Donc moi, je dirais le 4 pour toi. Parce que là, t'as bien pas insisté. 3 et 4. T'as Plus bien un insisté. 2 Stéphane, c'est plus... Le 1, non? C'est quoi, Non, le Stéphane? 1, c'est les barres bien droites entrecroisées. Les Moi, petites ce serait crottes de pareil lapin entre le 2 ou le 3. Au pour vous. milieu, là, le D'accord. 5. OK. Alors décidez, par contre, vous faire un choix maintenant. Moi, c'est le 2. François, Moi, je suis le 4. François, c'est le 4. le 4. Ah bah oui, Moi, je dirais carrément. 3, non? Je suis plus brouillon que le 2 qui est bien Moi, je ordonné. partirais sur le 3. Oui. OK. Super. Maintenant, je vais vous dévoiler à vous-même. Eh oui, vous Alors. pouvez me prendre pour Et votre comment Dieu. on gère notre crise, en fait, c'est ça? Exactement, c'est un conseil que Et je vous vais vous êtes donner. quoi? Moi, je suis parfaite. Donc, donc le 1, le 1, il ne veut pas venir le mot. Et je vous aide pas, vous avez vu? Non, vous souriez, vous êtes en train de jubiler. Exactement. Je vous laisse dans votre gribouillage. Il y a un blocage sur le 1, Isa. Le 1, le gribouillage entrecroisé. Vos phases sombres, elles sont souvent liées à une dualité entre 2 choses bien distinctes. C'est vraiment l'énergie des Gémeaux. Si en plus vous êtes Gémeaux et que vous avez le 1, là, il y a vraiment une dualité à dépasser. Et le conseil qu'on vous donne pour dépasser vos phases sombres, c'est de oser faire des choix. Lorsque vous avez le 1, vous pouvez avoir des difficultés à avoir des choix et vous regardez davantage ce qu'il y a à faire plutôt que de dire je vais par ici ou je vais par là. Donc faites des choix pour le 1. Le 2, donc le gribouillage Moi. en spirale. Vos phases sombres, elles sont souvent liées à une projection de l'avenir, mais dans le fait de voir l'avenir comme quelque chose de négatif. Du coup, ça peut vous faire peur, et donc vous pouvez avoir peur d'espérer, parce que vous vous dites à quoi bon espérer, je vais être déçu et on va me faire mal. Donc le Ma conseil, blessure du rejet. faire un énorme câlin quand vous voulez, vous le Oh savez. là là. Donc le conseil Ça pour pourrait les être ma deux- tendance. Ne me regardez pas comme ça, c'est vrai. Non, mais je travaille dessus. Oui, oui, oui. Je Mais je re- pensais je- à la spirale. Ouais, ce symbole-là. Oui, oui, c'est intéressant, ouais. Non, mais c'est pas mal. C'est vrai. Ça pourrait être ma tendance. Donc le 2, c'est le conseil, c'est vraiment de recréer une nouvelle relation avec l'inconnu et l'inédit pour garder cet espoir, pas qu'il s'éteigne et qui laisse la place à une future déception qui n'existe pas, mais qui vous nourrisse et qui vous permette d'avancer. Bravo. Le 3, alors le 3, Stéphane. le gribouillage en cercle. Vos phases sombres, elles sont souvent liées à de grandes déceptions. Ça, en fait, le 3, c'est qu'il peut y avoir des déceptions du passé qui, du coup, peuvent se transformer en prophétie autoréalisatrice et avoir, en fait, se transformer également en autosabotage. Parce que, du coup, une envie, on va se dire à quoi bon? J'ai déjà essayé avant, ça n'a pas marché, je le referai pas. Donc, ça peut casser un peu cette persévérance et cette confiance en nous-mêmes. Donc, le conseil, c'est vraiment de reprendre confiance en votre imperfection, l'imperfection des autres, et de ressentir une nouvelle gratitude, d'y aller quand même, tout en vous concentrant sur ce qu'il y a ici et maintenant. Ça vous parle ou pas, Ça Stéphane? me parle bien. Génial. Ouais, merci. Le 4, le C'est vertical. moi. Ah, Il y a un 8. Vous avez vu, il y a un Mais 8. oui, Parce c'est qu'on fou. est sur ces 8. ah c'est ça. Et je viens de le voir, j'ai pas fait Vous êtes exprès. matrixé. Comment- Donc vos façons pour le vertical, elles sont souvent liées à des pensées parasites et des croyances limitantes qui sont figées. Ah, il a plein de scientifiques, croyances limitantes. Et ça, tout le ça temps. peut vous bloquer dans des répétitions de schémas et ça peut vous empêcher d'aller chercher les nouvelles pensées. Parce que vous dites, mais non, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Donc vraiment, on fait Patati les choses. patata. Voilà. Ok.
Patacoufin, comme on dit. Voilà. Donc le conseil, c'est de déconstruire ces croyances limitantes, d'oser les faire pour laisser la place à de nouvelles. Faire confiance au changement, se détacher de ça. On a toujours fait comme ça, à quoi bon changer? Casser Lâcher. les habitudes, casser la routine. Super, merci Isa. Oui, mais on Le reste à 5, les petites côtes il y de a le lapin 5. du milieu. Oh, je l'avais même pas vu. C'est gribouillage Bah, en en fait, bloc. Ah oui, d'accord, ça aurait pu presque être... Non, alors là, Non, pas pas de- du tout. Deux salles, deux ambiances. Pas du tout. Vos faces sombres, elles sont souvent liées à une recherche de votre identité. Actuellement, vous êtes dans une grande exploration de vous-même. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et tant que ce soit lumineux ou un peu plus sombre, eh bien, vous pouvez découvrir beaucoup de choses et ça peut vous déstabiliser. Donc, pour dépasser vos faces sombres et pour mieux les vivre, on vous invite à créer un équilibre et à faire confiance en toutes les strates de votre personnalité. Parce qu'on a tous une partie lumineuse, une partie sombre. Et c'est ça qui fait notre beauté. C'est tout pour moi. Je rends le micro. Je vous embrasse, Karine. Bisous. Et c'est quoi votre numéro, à vous? Non, je suis parfaite, j'ai pas de face. Elle veut pas le dire. Elle veut jamais le dire. C'est génial, j'adore. Hein. Et d'ailleurs, je sais que vous aimez beaucoup aussi ce test de personnalité. Merci Isa. La mort n'existe pas. 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité. C'est votre tout dernier ouvrage, Stéphane Alix. J'aimerais revenir sur ces expériences de mort imminente et de la forme qu'elles prennent lorsqu'ils passent ce tunnel et qu'ils ressentent cet amour inconditionnel. Est-ce que vous vous êtes intéressé à savoir, est-ce qu'il est possible de vivre cet amour qu'ils ressentent et d'ailleurs qu'ils les transforment quand ils reviennent ensuite après est-ce qu'on peut le vivre sans vivre une expérience de mort imminente selon vous? Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question? Oui. Oui, parce que... Dans les bras de votre femme? Je n'ai eu de cesse... Je voyais votre sourire, je Oui. savais que ça y allait Ce qui est extraordinaire, c'est quand on interroge des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui parlent de cet amour, ça a l'air d'être 1 milliard de fois plus puissant que l'amour qu'on peut ressentir pour son conjoint ou même pour ses enfants. C'est difficilement concevable. Qu'est-ce que c'est qu'un amour plus grand que celui qu'on a pour nos enfants? Et sans tout dévoiler, parce que ça serait peut-être une trop longue histoire, j'ai vécu cette expérience. J'ai vécu cette expérience en me rapprochant notamment de chamans et en partant en Amazonie pour participer à des cérémonies qui ont eu pour fonction de faire taire totalement mon petit hamster dans le cerveau et qui m'ont propulsé dans des espaces spirituels, dans des espaces où justement j'ai eu cette expérience d'amour. Et pour moi, le mot amour était impropre parce que je trouvais ça un peu... C'est bête, mais je trouvais ça un peu tartignole, parce que ça ne représente pas cette espèce d'intensité folle. Et ce que j'ai ressenti, ce que j'essaie de caractériser, c'est que j'ai l'impression que dans cet espace-là, c'est un état d'harmonie absolue qui concourt à un bonheur, à un sentiment d'extase, à un sentiment de bien-être, et l'impression surtout d'être dans une réalité 1000 fois plus intense que la réalité qu'on partage en ce moment. Vous aviez pris une soupe aux champignons ou pas? Oui. Quelques lianes. Mais j'ai fait cette expérience avec des substances qui sont utilisées par les chamans parce que justement... À ne elles pas le sont- utiliser, interdite en France. Bien évidemment, c'est hein, interdit quand en même. France, mais elles font l'objet à la fois de recherches, notamment par des centres de recherche médicaux aux États-Unis, en Europe, et elles sont extrêmement prometteuses pour travailler sur les dépressions, les addictions, les choses comme ça. Donc c'est vraiment des substances qui sont utilisées par la médecine aujourd'hui et qui vont être, elles sont déjà légalisées en Australie, dans certains États américains. Et surtout, j'ai fait l'expérience parce que c'était encadré par des chamans pour qui c'est une connaissance traditionnelle qui est ancrée en eux depuis des millénaires. Il ne s'agit pas de prendre des trucs pour s'amuser, c'est vraiment moi dans un cadre exploratoire. J'ai fait ça à un moment de ma vie, vraiment dans la volonté de pénétrer ce monde des morts, de pénétrer ce monde de l'après-vie. Et j'y suis parvenu avec suffisamment de conviction que j'étais vraiment bien au-delà d'un monde imaginaire ou d'un monde de rêve. J'ai fait l'expérience de cette autre réalité, je le partage dans le livre, mais j'étaye les raisons pour lesquelles j'en suis aujourd'hui convaincu, et je suis aujourd'hui convaincu, c'est ni du domaine de l'hallucination, ni du domaine du rêve, ni du domaine c'est, encore une fois, il sera trop court de tout détailler ici, mais vous voyez, les chamans utilisent ces techniques depuis des millénaires pour s'adapter à un environnement, et ils obtiennent des informations qu'ils peuvent exploiter après. Quand un chaman entre en transe et dit « je viens de parler à l'esprit de telle plante qui m'a dit que vous aviez une maladie au foie » et qu'on vérifie qu'il y a effectivement une maladie au foie ou qu'il y a eu tel traumatisme dans l'enfance, manifestement il y a quand même une information qui a été transmise. Est-ce que c'est vraiment par les esprits? Pour en avoir fait On le l'expérience. dit à François que les plantes parlent et les arbres aussi. Moi je crois en tout ça. Et chez les chamans, les plantes enseignent même. Mais bien sûr, Quand on les devient arbres chaman, aussi, ce sont les des arbres. maîtres, étaient les maîtres. Les arbres maîtres,
Et les petites fées de la forêt. Mais bien sûr, tout ça Dans mon existe. cœur, François. Alors continuons d'ailleurs sur un autre thème que vous abordez. Et d'ailleurs, ça rejoint un de vos best-sellers, Le Test. Incroyable cette histoire. Vous pouvez nous la raconter en En deux quelques mots, minutes, oui. Quand mon père est décédé, j'ai caché des objets dans son cercueil, dans l'idée, un an après, d'aller tester plusieurs médiums pour voir s'il réussirait à entrer Il n'y vraiment avait en que contact. vous. Ah, saviez. génial. Personne C'est n'était au génial. Vous courant. ne connaissez pas cette histoire? Mais C'est si, passionnant. Si, je connaissais l'histoire. Et vraiment, il y a un seul être humain vivant sur cette planète qui était au courant, c'était moi. J'ai fait ça en cachette avant l'enterrement, avant que ma famille vienne au funérarium, et j'en ai parlé à strictement personne. Et effectivement, je raconte cette expérience dans le livre qui s'appelle Le Test, qui a été pour moi assez bouleversante, parce que voilà, quand les médiums m'ont donné des informations, parlé des objets pour certains, et donné une foule de détails sur mon père, il n'y avait que mon père qui pouvait leur transmettre. Et justement, médiumnité, intuition, rêve prémonitoire. Est-ce que vous avez, justement, avec tous les travaux de recherche scientifique, on peut expliquer que certains pourraient avoir ce potentiel de voir un futur? En fait, on peut tous... Un des futurs, parce que j'imagine qu'il y a des futurs potentiels aussi. Ça, c'est une question philosophique dans laquelle je ne m'aventurerai pas. On a tous cette capacité d'avoir des perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire de faire des rêves prémonitoires, d'avoir des informations sur le futur ou sur les autres personnes. L'idée que nous sommes enfermés dans notre corps et que notre corps est à 100% étanche à tout l'extérieur, c'est un mythe sur lequel notre cerveau a bâti un sentiment d'identité. Mais dès lors que cette armure, vous savez, en développement personnel, en psychologie, on parle beaucoup de cette armure dans laquelle on est enfermé. Cette armure, elle sert à nous protéger. Ça s'appelle un ego. Ça fait de nous des êtres qui peuvent être adaptés à ce monde, qui peuvent fonctionner. Mais ça nous coupe aussi de beaucoup de dimensions subtiles de cette réalité. Dès que l'armure est un petit peu fendillée, par un accident, par une maladie, par une expérience de mort imminente, par un trauma, etc., ça crée des failles. Et à travers ces failles, ça provoque un déséquilibre dans l'armure, donc ça peut être inconfortable et même très inconfortable pour certaines personnes, mais ça permet aussi, d'une certaine manière, de capter plus d'informations. Et beaucoup de médiums que j'ai interrogés ont vécu, dans l'enfance ou à l'âge adulte, des moments traumatiques qui manifestement ont joué un rôle important dans l'ouverture de leur perception extrasensorielle. Mais justement, Isa et médium, ça vous parle? Il y a eu un moment, ça a basculé? Il n'y en a pas eu qu'un, malheureusement. Il y en a eu des dizaines. Mais oui, c'est totalement ça. Alors après, je pense qu'on peut également s'ouvrir à sa médiumnité sans forcément vivre un traumatisme. Dieu merci, mais oui. ça crée, en fait, c'est un complexe d'énormément de choses. Parce que déjà, il y a une hypervigilance qui va s'installer. Cette hypervigilance traumatique, elle va se transformer au ressenti de l'autre, en empathie. Et en médiumnité, c'est un spectre d'énormément de choses. François, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais puisque vous me donnez la parole, je peux en parler. Allez-y, c'est votre moment. Non, mais une fois en plateau, je dirais pas qui, mais il y a eu un médium qui m'avait dit « Fais-toi confiance. Tu te fais confiance et ce que tu vas voir, eh bien, tu verras que ça peut se produire si tu en parles. » Et il n'avait pas tort. C'est-à-dire? Parfois, on peut avoir des visions, on peut rêver de choses, etc. Et Parce puis que on le rejette Vous, je trouve que ça s'est ouvert. comme une fleur de lotus. Oui, comme une belle pivoine. Voilà. Et François a raison, on s'auto-censure. Oui. On s'auto-censure en permanence. Surtout dans les sciences. Hein. Ben voilà, On moi se dit non. je suis journaliste, donc ce que je ressens, ça n'a pas d'importance, il faut que je prouve. Et dans ma recherche sur la mort, j'ai vécu plein d'expériences, donc je me suis aperçu a posteriori, des années après, que mon frère était venu me voir. Mais sur le moment, je ne voulais pas y croire. Je voulais pas y croire. Et j'avais été comme aveugle à tout ce qui pouvait se passer. Conditionné. Et souvent, on passe notre existence, on ne fait pas attention à ces signes, à ces petits signes du destin, à ces petites sensations. Et quand on commence à essayer de prêter attention à ça, sans abandonner notre discernement, sans lâcher prise totalement, on peut avoir des surprises extraordinaires. La lucidité terminale, un autre phénomène inexpliqué que vous passez au crible. Est-ce que vous connaissez? Non. Vous voulez en parler? Ça, c'est un des phénomènes qui est pour moi les plus troublants et qui remet vraiment radicalement en question l'idée que la conscience fabrique le cerveau. La lucidité terminale, ça s'appelle aussi le mieux-être de la mort. C'est un phénomène qui est observé en unité de soins palliatifs ou dans les unités de fin de vie, où des gens qui sont non répondants, c'est-à-dire qui ne parlent pas, qui sont inconscients ou conscients, mais qui sont notamment les malades d'Alzheimer, qui n'ont plus aucune interaction avec l'environnement depuis parfois même des années, semblent se réveiller quelques heures ou quelques jours avant de mourir, reconnaître leurs proches, reconnaître l'environnement, être capable de parler. Ça, quand quelqu'un est enfermé sur lui-même et qui se réveille, on peut toujours se poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau? Mais une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, elle a un cerveau qui est irrémédiablement dégradé. La maladie d'Alzheimer détruit les cellules cérébrales et affecte la cognition de plus en plus, jusqu'à un moment où la personne est complètement enfermée dans elle-même. Et là, il y a beaucoup de médecins que j'ai interrogés qui m'ont dit « mais
chez certains patients qui étaient vraiment non répondants et parfois depuis des années, ils se réveillent, ils retrouvent une motricité, ils reconnaissent des proches, ils en parlent. Encore lundi, j'ai reçu un email d'une médecin qui me dit un des cas qui m'a le plus impressionné dans ma carrière, c'est un cas de lucidité terminale sur un patient atteint d'Alzheimer irréversible, évidemment, et ce depuis de nombreuses années, qui, quelques heures avant de mourir, s'est réveillé, a parlé avec tous ses enfants, les a reconnus, les a nommés, et s'est éteint. Bouleversant, C'est ça. impossible. Ça, je l'ai vécu en tant qu'aide-soignante, quand je travaillais auprès des personnes âgées. D'ailleurs, c'était compliqué par rapport aux familles, parce que les familles, elles se disent « Ah, c'est bon, il va mieux, on est reparti ». Et il fallait expliquer que non, c'était l'éveil pour dire au revoir, et après, la personne allait partir. Mais c'est incroyable de le voir de ses propres yeux. Alors justement, pour toutes les personnes qui sont en ce moment peut-être dans le coma, enfin, je m'adresse plutôt aux familles qui sont autour, à la famille qui est autour. Est-ce qu'on peut parler à une personne qui est dans le coma? Est-ce qu'elle peut entendre? Parce que vous parlez beaucoup de la conscience, justement, Bien sûr. et de cette sensibilité. Ça pourrait encourager tous ceux qui sont en ce moment en train de vivre ça avec une personne chère. Bien sûr, la personne, elle est présente. Vous avez Elle est des tout le temps expériences comme présente. ça? Oui, bien sûr, mais il y a Que faire? J'ai un Parler- ami ou une parler- amie qui est dans le coma. Parler à la personne exactement comme si elle était présente, en respectant son environnement. Souvent, par exemple, il y a une des recommandations qui est faite par les personnels soignants en unité de soins palliatifs, c'est de dire ne pas être trop intrusif avec la personne. Si vous avez votre maman qui est inconsciente ou votre papa, ne pas tout de suite le prendre dans les bras, le saisir, lui faire des bisous, lui exprimer, je vais toucher ton bras, je vais approcher ma main de ton bras, poser la main sur le bras, avoir beaucoup de douceur. C'est une personne qui est en train de se détacher. C'est un peu comme si vous essayez de vous endormir et que tout d'un coup, quelqu'un vous prend par les bras pour dire « Oh, je t'aime ». Vous vous endormez plus. La fin de vie, c'est un moment où on se désengage progressivement de cette réalité, de cette matérialité. Mais les personnes sont toujours là, même après. Même après. Après un décès, après l'expiration du dernier souffle, l'âme de la personne, elle est là, elle est présente, elle est stupéfaite. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis mort, je suis pas mort, mais pourtant tout va bien. Et là, on peut lui parler, lui expliquer. C'est ce que j'ai fait avec mon père, je le raconte dans le livre. Quand mon père a expiré son dernier souffle, j'ai continué à lui parler. J'avais la sensation très forte que sa mère était présente, que mon frère décédé était présent. Et je lui ai dit, avec le maximum de précision, je lui ai dit, n'aie pas peur, tout va bien. Il y a peut-être une lumière quelque part, il y a sûrement des gens qui t'aiment. Va vers cette lumière, tout est bien, tout est calme, tout est beau. Les aider, leur parler, vraiment comme si vous parliez à un meilleur ami en face de vous, en parfaite santé. Les VSCD, est-ce que vous connaissez, François? Alors, ce n'est pas une substance illicite, hein? Vous connaissez les VSCD? Les VTT, Les VSCD. VSCD. Vécu Encore. subjectif de contact avec un défunt. Allez-y, parce que ça aussi, c'est fascinant. Vous en Vous parlez dans connaissez, votre ça fait livre. 2 fois. Hein. J'arrive pas à Mais ça répondre. aussi, c'est incroyable parce que c'est un phénomène qui est vécu par plus de 50% des gens qui perdent un proche. En France, il y a 600 000 personnes qui meurent chaque année. Ça veut dire qu'il y a au moins 300 000 personnes qui vivent chaque année en France. Je reçois, moi, des milliers de témoignages. Et pourtant, c'est complètement invisible, on n'en parle pas. C'est ces sensations de présence, ces sensations de recevoir un signe, cette sensation de parfois tactile dans les jours et les semaines qui suivent un décès. J'ai recueilli des témoignages où les gens voient vraiment leur défunt apparaître. Je me souviens d'une maman qui avait perdu son fils pendant les attentats du 13 novembre, qui m'avait écrit en me disant voilà, je suis très inquiet, il est mort dans un attentat, est-ce que vous pensez qu'il est bien ou que son âme est un peu perdue? Et je lui avais répondu non, je pense que son âme était accueillie, elle était attendue par des proches qui sont de l'autre côté. Et elle m'a raconté, après qu'on en ait parlé un petit peu, que 10 jours après l'attentat, elle était allongée dans son lit et tout d'un coup, elle a eu l'impression que son fils était au plafond. Et elle a pu le prendre dans ses bras. C'est une expérience qui à la fois l'a laissée extrêmement troublée parce qu'elle était définitivement convaincue que c'était réel, c'était tellement intense que c'était réel, et en même temps toutes ces croyances intérieures qui disent mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et dans les livres, je raconte le cas de cousines à moi qui ont veillé leur maman qui est morte à la maison, à domicile, et qui est morte vers 20h. Et mes deux cousines, ces deux sœurs, étaient en train de se préparer une tisane à 2h du matin, donc plusieurs heures après la mort de leur maman. Et puis tout d'un coup, une de mes cousines, en train de préparer l'eau chaude, se tourne et voit sa mère, joyeuse, légère, comme auréolée de lumière, dans une tenue un peu évanescente, en train de danser le Charleston. Elle se tourne vers sa sœur l'avait vue aussi. Les deux sœurs se regardent et tu vois ce que je vois? Et là, un témoignage comme ça à deux, là, ça conforte la réalité du phénomène. Et ça n'a pas duré une fraction de seconde, ça a duré plusieurs minutes. Plusieurs minutes où elles regardaient leur maman danser comme ça. Des expériences comme ça, mais je suis sûr que vous faites un sondage auprès de vos téléspectateurs et téléspectatrices, il y en a un nombre Qui a incroyable. vu Déjà, sa mère danser le sondage, Charleston. sondage pour vous, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience? Moi, je le vis tout le temps. Moi, c'est pas... Allez, un exemple
qui pourrait faire du bien. Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que c'est rassurant. Oui. L'âme perdure et que finalement on peut vraiment créer. Vous êtes un médiateur entre le monde visible et invisible. Pour moi, c'est un peu ça. Et puis toute cette cohorte d'imaginaire qu'on a dans les films américains, les films fantastiques, où la mort est associée à la peur, aux fantômes, aux monstres, aux trucs terrifiants. Tout ça, c'est des balivernes, ça n'existe pas. La mort, c'est un espace. Déjà, j'ouvre le livre avec une citation Ghost, d'un. c'est pas vrai ce qui est dit dans le film? Ça si. correspond Mais si, beaucoup. Tellement Ça beau. correspond, mais ça correspond. Ah, d'accord. Ça correspond beaucoup à ce que les Complètement. médiums racontent, effectivement. Bien ouais. sûr. La mort est absolument sans danger. La souffrance que peuvent vivre des gens, elle peut être prise en charge aujourd'hui par les unités de soins palliatifs, la souffrance physique et psychique. Mais la mort elle-même est absolument sans danger. C'est une phrase que je mets en exergue d'un enseignant spirituel américain pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a fait beaucoup d'accompagnement de fin de vie. Et ce qui se passe derrière, c'est le prolongement de ce que l'on a été dans notre vie. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est important. C'est quand même important de souligner que au moment, j'imagine, enfin c'est comme ça qu'on le dit aussi en philosophie orientale, c'est le moment où on part de cette vie-ci avec quel état de vie, quelle énergie, quelle vibration, parce qu'on va rejoindre dans l'océan, finalement derrière, la même. Donc si notre cœur a été serré de plus en plus, si on devient amer, finalement on rejoint l'océan peut-être plus sombre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben on est encore habité de nos dynamiques psychologiques quand on passe de l'autre côté. C'est ce qui est dit dans le livre des morts tibétains, par exemple, qui est un texte qui date du 8e siècle. C'est ce que disent des médiums, c'est ce que j'ai pu synthétiser de toutes mes recherches. Nos dynamiques psychologiques continuent à nous habiter. Donc, il y a une médium qui m'avait dit cette phrase, il m'a dit, quand on est un alcoolique et quand on meurt, on ne cherche pas la lumière, on cherche un bar. C'est peut-être un peu sévère, mais ça illustre ce fait qu'on va continuer à s'engager dans la mort avec nos habitudes, avec nos croyances, avec nos pensées, et que si on croit qu'il n'y a rien, ben on ne va rien voir en fait. On va être un petit peu dans une interrogation. Alors, je mets un bémol là-dessus. On est aidé de l'autre côté. Quand un bébé arrive sur Terre, il y a un personnel soignant, il y a un papa, s'il ne s'est pas évanoui, il y a tout ce genre qui prend soin. Et je crois que de l'autre côté, on est aussi attendu. Donc, quelles que soient nos croyances, quel que soit notre athéisme éventuel, qui fait qu'on ne croit en rien, malgré tout, de l'autre côté, il y a quand même des ancêtres, il y a quand même des guides spirituels, il y a quand même toute une cohorte de gens qui sont là pour nous accueillir. Et même s'il peut y avoir des temps un peu de flottement, d'interrogation, d'inquiétude, ils peuvent être assez rapidement résorbés par cette assemblée qui nous a... Ça me rassure, moi qui ai toujours peur que ce soit mal organisé. Isa. Par rapport à l'expérience, Oui. là actuellement je fais des travaux chez moi. Oui. Donc en fait on restaure toute la pierre. C'est une maison qui est très 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 ancienne. Avant c'était une bergerie. Un soir j'étais persuadée que mon fils... Donc il se passe des choses depuis qu'on a réveillé les pierres. Parce qu'avant elles étaient cachées. Et l'autre soir j'étais persuadée que mon fils était en bas, donc au niveau du salon, qu'il n'était pas couché alors qu'on avait école le lendemain. Je commençais à lui dire mais Naël va te coucher. Il remonte pas, il remonte pas, il remonte pas. Et je suis descendue, j'ai vu une silhouette passer. Alors je disais, C'est pas François? Non. Qui passait comme ça. J'ai vu une silhouette passer et du coup je pensais que mon fils, sa passion, c'est de m'embrouiller. Donc je me dis ok, il est en mode embrouillage. Et donc je suis montée dans sa chambre, il dormait à point fermé. C'était pas mon fils que j'entendais en bas. Et vous avez mené l'enquête, vous êtes sûr? Moi je suis allée me coucher parce que vous aurez vraiment mené c'est la l'enquête, routine. François. La Vous séance avez- du fantastique. Vous avez déjà, vous, Bah écoutez, Une dame blanche. laissez-moi 15 minutes, je vous réponds du tac au tac. On sera parti dans quelques génial. Joker. Vous restez avec nous parce que c'est pas... Là, on va pas vous laisser tomber comme une crêpe, puisque c'est... Bravo, magique, merveilleux. C'est la Chandeleur. Et comme on est entre friends, Merveilleux. Chandeleur, non, Merveilleux. Je sais pas qui a écrit vos vannes, mais moi, j'assume pas du C'est tout cette chapeau, vanne. hein. Ah, Je l'assume pas du tout. Filmée, elle est incroyable. Là. Je l'assume. Ouais, alors, on va manger des crêpes. Mais c'est trop bon. Alors, on a avec nous Jean-Thomas Schneider, que vous avez adoré, qui était venu pour la Galette des Rois, double champion du monde, pâtissier. Tout à fait, bonjour Comment ça Karine. va, Jean-Thomas? Bah, très bien Karine, et vous, bonjour à tous, très content de vous revoir. Alors aujourd'hui, c'est bientôt la Chandeleur. Tout à fait, Et vous nous avez amené une recette, attention, inédite. inédite. Rémi nous Merci, amène aussi. Rémi. On va tous les goûter. Avec, alors, pourquoi elles sont spéciales, vos crêpes? Bah, alors, Merci, Rémi. moi j'ai voulu faire une recette rien que pour vous et puis pour toutes les personnes qui nous suivent. Bon, vous savez que dans ma pâtisserie, j'aime bien ce qui est allégé, sans gluten, sans allergènes. Donc je vous ai fait une recette spéciale pour vous. Alors c'est tout simplement une recette de crêpes sans gluten, sans lactose, voilà, et bien sûr allégée en sucre, puisque je vous ai apporté quelques petits accompagnements, une pâte à tartiner noisettes sans sucre ajouté. Vous mettez la recette à l'antenne, s'il vous plaît?
J'en ai l'eau à la bouche. Oh Allez-y. là là Oui. là là. Voilà, une petite pâte à tartiner noisettes. Et tout ça, c'est végétal. Voilà, ça c'est végétal. Délicieux. Pas de beurre, d'huile de colza. Faites un Voilà. plein pot peut-être, hein, même pour la recette, excusez-moi. Du coup, je présente la bouche pleine, c'est pas bien du tout. Allez. Et comme ça, vous pouvez faire une petite photo avec votre portable. Et donc ça, c'est une Attention, crêpe ça- allégée Non, c'est pas vrai. pour 4 personnes. Eh ben, c'est formidable. Alors c'est bon ou pas? Moi, j'avais pas osé mettre encore la pâte à tartiner. tellement bon. Est-ce que vous voulez faire un peu mettre de la pâte à tartiner sur vos dents et faire Ah, le sourire chocolat. le sourire J'adore. chocolat? C'est mignon quand même. Alors c'est bon, Stéphane? Oui. Merci on va- pour cette Non, participation. on va continuer quand même parce qu'il y a une petite phrase qui fait du bien. Merci beaucoup, c'est délicieux. Hein. Donc j'espère que vous avez noté la recette. Nous, on va la goûter. J'adore. Et à bientôt. Alors vous reviendrez pour une autre recette. Bah, avec grand plaisir. Pourquoi c'est important d'ailleurs de manger sans gluten? Alors, le gluten, le problème, c'est que tout le monde ne le digère pas. Il y a des personnes qui sont allergiques. Et donc, en fait, moi, voilà, pour une question de partage, j'ai vraiment voulu mettre 2 de farine dedans. Et puis, toujours en allégeant en sucre pour en manger plus. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Thomas Mais Schneider. merci à vous. Et très On va bonne les journée. goûter, hein. Je vais continuer à les goûter tout à l'heure. Et vous aussi en région, on va les goûter tout à l'heure. Merci beaucoup. On va tirer une petite phrase qui fait du bien. Vous connaissez maintenant la petite phrase qui a été envoyée par un téléspectateur chaque semaine. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux et puis on récolte au fur et à mesure. Alors on y va. Allez-y Stéphane, vous commencez? Alors, je vous lis. Oui. Il faut viser la lune parce qu'au moins, si vous échouez, vous finissez dans les étoiles. Ça vous va bien Oscar Wilde. finalement par rapport au thème Ça, d'aujourd'hui? j'aime bien, ouais. Mon père Magnifique. me disait toujours cette citation-là avant que j'aille à l'école quand j'étais petite. Oh. À mon tour. Lorsque vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir et d'aimer. Ah. C'est de Marc Aurèle, envoyé par Vanessa du Nord. Ah bon, c'est envoyé par Valentin de Niort, pardon, je ne l'avais pas précisé. Merci Stéphane Alix. Alors, Cathy de Normandie, je deviens presbyte, je suis Ah. sûr. Normand les Oui. meilleurs. Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. C'est Mère Teresa qui a dit ça. Oh, Donc, magnifique. Cathy de Normandie. Merci beaucoup. C'est écrit petit. Hein. Un esprit reconnaissant est un grand esprit qui finit par attirer à lui de grandes choses. Et ces deux... Ça, vous aurez pu le dire, hein, Karine Arsène. Hein. Gandhi. Non, Karine Arsène, on va Oh. rester sur ça, c'est très bien. Elle s'auto- Non, ben non, je ne m'autocite pas, ça va, pas d'autopromo toutes les semaines. De Platon, voilà. Et c'est envoyé par Bruce de Dijon. C'est quasiment pareil. Un petit mot quand même, parce que depuis maintenant quelques années, vous méditez. Ça a changé Oui, aussi votre oui. vie. Pour ceux qui aimeraient peut-être tester la méditation, quels sont les bienfaits pour vous? Et quelle est votre façon de méditer? Vous avez 50 secondes. Ne rien attendre, ne pas faire ça pour quelque chose que ce soit, ne pas se dire qu'on va être déstressé, ne pas essayer d'obtenir un objectif, ne pas se dire il faut que je réussisse ou que je ne réussisse pas. S'asseoir. S'asseoir avec régularité. Moi, à un moment, j'avais mal au genou, donc je l'ai fait même sur une chaise, le dos droit. Ne pas attendre quoi que ce soit. Souvent, on est dans une société où on a des injonctions, il faudrait que ça marche, il faudrait que ça donne tel résultat, il faudrait que la méditation, ça fasse ci, ça fasse ça. Non, la méditation, ça fait rien. Ça vous pose avec vous-même, avec cette dimension fondamentale que vous portez avec votre âme. Pour ça, il suffit de s'asseoir, de le faire ne serait-ce que 15 minutes par jour. C'est la régularité qui compte. Ça, on le voit même en neurosciences. Au bout de quelques semaines, on voit déjà les changements sur le cerveau. S'asseoir, ne rien attendre, se foutre la paix. Quel bonheur de vous avoir reçu, Stéphane Alix. La mort n'existe pas. Hein, je vais vous l'offrir. Qui le veut? Moi, Voilà. La fan de Stéphane Alix, c'est Isa. Et dédicace. Merci d'être venu. On se retrouve. Merci Isa, merci François. Je vais vous laisser manger les crêpes. Karine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, eh ben, n'oubliez pas de vous faire du bien, beaucoup, beaucoup de bien. Hein, bravo Stéphane. Avec les crêpes. Franchement, c'était passionnant. Ah là, non, c'était chouette. Hein, chouette. plein d'espoir. Pas génial. Il y avait encore plein de questions, mais bon, ça passe tellement vite. C'est bon ou pas? Carrément. Mais moi, j'ai pas osé mettre de la pâte à tartiner.